Bonjour, je vous présente aujourd'hui en fait un des projets dans lesquels je suis chercheur principale. Le 11 avril, à l'Université Laval, il y a eu une conférence ce midi pour soutenir la transition à la vie adulte dans un contexte de vulnérabilité. C'était pour parler de la problématique, des enjeux surtout, de comment que ça se passait à la sortie des centres jeunesse pour les jeunes quand ils avaient leurs 18 ans. Principalement, on a parlé de la problématique. C'est sûr qu'on a parlé des enjeux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est plus difficile pour les jeunes à ce moment-là. Puis on a parlé aussi du réseau l'Intersection de Québec, qui est un organisme communautaire dont la mission, c'est vraiment de soutenir les jeunes par un réseau d'entraide. C'est un nouvel organisme qui est là à Québec depuis à peu près 2 ans. Puis c'était pour surtout faire connaître l'organisme aux étudiants de l'Université Laval, puis aussi leur parler un peu plus de c'est quoi que ces jeunes-là ils vivent lors de leur sortie, leurs difficultés. Le réseau Intersection de Québec, c'est un organisme communautaire qui est là par et pour les jeunes. En fait, ce sont des jeunes qui ont déjà reçu des services sociaux qui veulent aider d'autres jeunes qui ont sensiblement vécu la même chose qu'eux. Donc, dans le fond, la mission, c'est d'aider les jeunes qui ont déjà reçu des services sociaux par rapport à leur transition à la vie adulte. C'est vraiment par rapport à cette étape-là de leur vie qu'on veut venir les aider parce que quand ils quittent le centre jeunesse à leurs 18 ans, bien, c'est pas facile parce que, premièrement, tous les services jeunesse sont terminés. Fait que, donc, on est là pour les aider. On a développé un projet mentorat qui est, dans le fond, c'est des jeunes qui viennent les aider en devenant comme un grand frère, une grande sœur. Sont là, c'est plus un soutien de plus. Ils peuvent devenir un modèle positif pour eux. C'est vraiment un réseau d'entraide, justement. Donc, c'est d'avoir d'autres gens vers qui aller, des gens qui te comprennent parce que c'est des gens qui ont vécu sensiblement les mêmes choses que toi. Fait que ça peut être plus facile pour toi d'aller te confier aussi. Puis ceux-là qui sont présents en ce moment sont vraiment beaucoup mobilisés, ils aiment ce qu'ils font, puis sont vraiment là pour les jeunes. Dans le fond, c'est de trouver des gens passionnés qui veulent donner en retour, parce que la plupart des gens qui font du mentorat, bien, ce qu'ils disent, c'est de donner au suivant. C'est vraiment de pouvoir aider les autres comme eux ont été aidés dans leur jeunesse, dans leur adolescence, quand ils ont eu des problèmes. Si j'ai choisi l'intervention dans ma vie comme métier, parce que c'est sûr que je serais pas capable de faire autre chose, c'est vraiment d'être là pour les autres. C'est de pouvoir essayer d'aider les autres à cheminer comme on a réussi à m'aider. En 2015-2016, on a coordonné un numéro de la revue Le Sociographe qui porte entièrement sur la transition à la vie adulte des jeunes vulnérables. Alors, pour vous donner une petite idée du contenu de ce numéro-là, je vais vous lire l'introduction qui s'appelle « Une place au soleil ». Le fossé se creuse de plus en plus entre le vécu de ceux qui doivent se prendre en main le jour de leurs 18 ans parce que les systèmes de protection de l'enfance ne les soutiennent plus, ou qui doivent subvenir très tôt à leurs besoins dans leur cheminement, et les tanguis qui tardent à terminer leurs études et résident encore chez leurs parents à 25-30 ans. Les taux de décrochage scolaire et de chômage sont de plus en plus élevés chez cette population, alors qu'on assiste à un allongement de la jeunesse et à une surscolarisation. Comment éviter que les premiers ne deviennent les derniers, qu'ils ne se retrouvent sans formation, aux prises avec des problèmes de pauvreté, de délinquance, de toxicomanie, de détresse psychologique ou d'isolement? Les recherches sont pessimistes à leur sujet. Comment faire en sorte qu'ils n'aient pas la désagréable sensation d'être coincés à l'ombre d'un nuage gris, fatalement? Les textes suivants portent un regard franc et troublant sur la jeunesse vulnérable au sens large, celle que la société met trop souvent de côté de la vie des auteurs, celle que ce monde ultra-compétitif négligerait dans sa quête incessante de rentabilité. Ces jeunes souhaitent qu'on leur fasse une place au sein de notre société élitiste, mais en ont-ils une? C'est la question fondamentale que posent les auteurs.
Ce numéro du sociographe s'intitule « Devenir adulte, jeune, vulnérable en transition ». On l'a lancé à Québec dans le cadre du colloque Paradoxe. On a fait la deuxième phase de ce lancement-là en Normandie, à Caen. Alors, je vous présente Corinne Chaput-Lebar qui a coordonné ce numéro-là du sociographe sur la transition à la vie adulte avec moi. Corinne, peux-tu nous parler un petit peu de cette table ronde? Donc, avec toi, le 28 avril dernier, j'ai réuni les auteurs qui étaient côté européen. Il y avait d'abord en visioconférence avec nous Madeleine Pellois-Renaudat et Sophie Vincelot qui travaillent avec des publics de personnes adultes handicapées et dont le propos a été finalement de définir un petit peu ce que c'était que de devenir adulte, puisqu'elles avaient fait une enquête auprès de personnes handicapées et qu'elles leur avaient demandé « Qu'est-ce que pour vous être adulte ?» En gros, leur propos a été de dire que devenir adulte, c'était premièrement savoir, disposer d'un certain nombre de connaissances pour pouvoir se débrouiller, être autonome. C'était d'autre part devoir, c'est-à-dire avoir un certain nombre de responsabilités, d'obligations. Et puis c'était troisièmement pouvoir, c'est-à-dire avoir effectivement la capacité qui soit donnée par un statut, par une fonction, de pouvoir effectivement faire un certain nombre d'activités de manière autonome dans la vie adulte. Donc ce premier article qui a été présenté par Madeleine Pellois-Renaudat et sa collègue Sophie Vincelot était intéressant parce qu'il permettait de définir un petit peu ce que c'était que devenir adulte. Après, nous avons aussi accueilli ensemble Sébastien Fournier, qui est éducateur spécialisé dans un institut éducatif et pédagogique, qui lui, en fait, a expliqué comment, pour des jeunes adolescents vulnérables, en difficulté, c'était difficile de devenir adulte, comment la société pouvait paraître finalement exigeante vis-à-vis de ces adolescents et comment les grandes institutions qui étaient plutôt sécurisantes autrefois les témoins aujourd'hui et comment ça pouvait paraître difficile pour des jeunes vulnérables de pouvoir effectivement accéder à ce statut d'adulte parce que l'école ne jouait plus son rôle comme autrefois, qu'il y avait effectivement des difficultés économiques, du chômage, des difficultés d'intégration qui faisaient que pour un jeune vulnérable, c'était encore plus difficile de pouvoir effectivement assurer ce passage vers la vie adulte. Et puis, en troisième position, nous avons interrogé Caroline Reynaud, qui, elle, venait de Suisse, de la Haute École de Fribourg. Et son propos était très complémentaire, puisque elle a rendu compte d'une enquête faite auprès d'assistants de service social en Suisse, à qui, finalement, on a demandé comment vous vous comportez dans votre activité professionnelle avec les jeunes. Et elle a pu montrer finalement il y avait deux grands profils. Le profil des travailleurs sociaux qui voyaient d'abord les jeunes adultes comme des jeunes qu'il fallait protéger, voire surprotéger. Et puis le deuxième profil, c'était celle qui voyait plutôt le jeune adulte comme un adulte qui devait donc être responsable et à qui quelquefois on en demandait trop. Donc c'était un peu dans cet entre-deux que les travailleurs sociaux avaient à se positionner. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur le contenu des présentations. On a voulu que ce soit un peu interactif. On a d'abord, bien sûr, un peu rappelé ce qu'était le sociographe ensemble et comment nous avions composé le numéro. Mais ensuite, il y a eu un temps, effectivement, où nous avons donné la parole à la salle. Certains avaient lu plusieurs articles et pouvaient donc poser des questions assez pertinentes aux auteurs pour leur permettre de compléter leurs propos et d'affiner leur compréhension des textes. Alors, le numéro du sociographe, il y a plusieurs façons de se le procurer. On peut évidemment le commander auprès du sociographe. Donc, on peut se procurer ou le numéro entier ou éventuellement un seul article ou quelques-uns des articles si on le souhaite. On peut aussi s'abonner. Il y a des formules d'abonnement. Il y a quand même 4 numéros par an habituels, plus un numéro hors série. Donc, ça fait 5 numéros chaque année qui peuvent aborder des thématiques extrêmement variées et assez riches. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses qu'on pourrait dire sur le sociographe ou sur la table ronde en France? Ce type de manifestation, cette table ronde qu'on a organisée, permettent de continuer à tisser ces liens-là, à les conserver et à imaginer d'autres propositions de collaboration futures, même si tout de suite, là, maintenant, on n'en a pas une, mais je pense que ça viendra. Merci beaucoup. Allez, au revoir.
bonjour. Moi, c'est Émilie Lebrun. Au moment de faire la conférence que j'ai donnée le 11 mai 2016, j'étais agente de projet et éditrice de la revue Le Fil Jeunesse de la QRP, soit l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. C'est un organisme qui se mobilise dans différents projets là, dans le but de promouvoir et d'actualiser les valeurs, les principes, les pratiques aussi en matière de réadaptation psychosociale et de rétablissement dans le domaine de la santé mentale. Présentement, je suis en Bolivie, à La Paz, la capitale administrative du pays. Et puis, c'est ça, je vis un second défi à l'extérieur du Canada. Je suis conférente volontaire pour CUSO International. Excusez-moi, à l'altitude, des fois, ça m'essouffle encore, même si ça fait déjà un mois que je suis ici. J'ai 29 ans et puis maintenant, je joue le rôle de conseillère jeunesse pour un carrefour jeunesse-emploi à La Paz, en Bolivie. Voilà pourquoi je suis ici. Donc, le 11 mai 2016, j'ai présenté une conférence au Cégep de Sainte-Foy dans le cadre de la programmation d'activités sur la transition à la vie adulte de l'Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec. Ma conférence avait pour titre « Tout est encore possible, même lorsqu'on vit avec un problème de santé mentale ». C'est une conférence de type témoignage. J'ai pris ma vie comme exemple de situations, d'obstacles, de réussites, de problèmes de victoire qui peuvent arriver quand on doit composer comme jeune adulte avec un problème de santé mentale. Et donc, pour le contenu de la conférence, moi, j'ai reçu un diagnostic de schizophrénie à l'âge de 22 ans. C'est sûr, ça a été très difficile. Je l'ai pris mal au début, vraiment, avec les hospitalisations forcées, les paroles de mon entourage de diagnostic. C'est sûr que j'acceptais rien de tout ça, surtout à cause de la stigmatisation qui entoure la santé mentale et des idées blessantes autour de tout ce qui touche la maladie mentale. Durant la conférence, j'ai aussi parlé de ce qui a fait débuter mon rétablissement. Bien, pour ma part, j'ai eu une ordonnance d'hébergement et de traitement. Et c'est comme ça que j'ai débuté mon rétablissement. Donc, durant la conférence, j'ai parlé de 4 axes qui font partie de la transition à la vie adulte, donc résidentiel, relationnel, socio-professionnel et identitaire. Pour le résidentiel, l'enjeu, c'est gagner son autonomie résidentielle, donc apprendre ou réapprendre à faire l'épicerie, son lavage, son ménage, avoir une routine de vie saine. Tout ce qui semble simple, des fois, doit être appris ou réappris et que ça prend du temps, plus de temps que si on n'a pas de problème de santé mentale. Mais il reste que même si on a un problème de santé mentale, on peut développer une hygiène de vie meilleure même que des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale. Fait que relationnel, les enjeux, les défis, en fait, les enjeux, c'est de perdre nos amis. Quand on développe un problème de santé mentale, avec la stigmatisation, les tabous, on risque de perdre certains amis, ça c'est certain. Nos habiletés relationnelles aussi diminuent. Le danger, c'est de se créer uniquement un cercle d'amis liés aux hospitalisations et à la santé mentale. On est comme dans un cercle là, seulement un peu fermé. Ça ne fait pas avancer ou aller de l'avant. Le défi, c'est de se créer des amitiés avec du monde de différents horizons. J'ai osé aller dans différents milieux, dans un café du quartier, qui je me suis fait des amis là, entre autres. Là. Il fallait quand même que je vainque ma peur de qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils apprennent que j'ai vécu un problème de santé mentale ou que je vis avec un problème de santé mentale. Au niveau socio-professionnel, ça, c'est un autre axe que j'ai abordé durant la conférence. L'enjeu, je pense, c'est de se sentir prêt ou ne pas se sentir prêt. C'est à quel moment qu'on doit se remettre en action. Ben moi, je me dis le plus tôt possible. Moi, j'ai commencé j'ai essayé de m'intégrer dans des milieux d'emploi comme j'avais ma qualification de sauveteur, donc j'ai travaillé comme sauveteur à la ville. Ben moi, qu'est-ce qui m'a aidé à relever les défis? Ben c'est d'y aller petit pas à petit pas. C'est sûr de me donner des petits objectifs, mais c'est sûr d'être soutenue par ma famille et certains intervenants aussi qui ont participé à m'aider puis à me donner des balises, des trucs. Le soutien au travail aussi à la QRP, là, c'est quand même assez récent, mais ça m'a permis de me propulser, d'être comme un tremplin. Je pense que le travail, ça, pour moi, c'est un aspect très important. Je pense qu'on se définit quand même beaucoup dans nos sociétés par le travail, qu'est-ce qu'on fait.
C'est pour ça que pour moi, le travail ou l'implication bénévole, ça a été important. Ce que j'aimerais dire aux intervenants et aux proches au niveau de la santé mentale, selon mon expérience, il y a quelques éléments. Prendre toujours la position accompagnateur et non d'expert sur la vie de l'autre, ou faire confiance, laisser prendre des risques au risque de se tromper et de faire des erreurs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, plutôt que d'essayer de freiner les risques que les jeunes veulent prendre. Donc, au niveau des jeunes, ce que j'aurais à vous dire, peut-être, c'est vous êtes beaucoup plus capable que ce que vous pensez la plupart du temps. Il faut croire que votre vie est beaucoup plus qu'une histoire de neurones, d'avoir confiance en nous. Surtout aussi pour les jeunes, c'est de se mettre en action, de sortir de sa zone de confort, puis d'essayer d'aller de l'avant le plus possible. Comme quoi, rien n'est vraiment impossible, là, même si on a un problème de santé mentale. C'était une journée de réflexion sur les conditions de transition à la vie adulte des jeunes hébergés en centre jeunesse, organisée en Montérégie par 3 intervenantes du CIS de la Montérégie, donc du Centre intégré de santé et services sociaux. L'événement a eu lieu dans la communauté en Montérégie, dans un établissement, organisme communautaire qui s'appelle le 2159, sur la rue Chambly à Longueuil. Alors, l'objectif, c'était que les intervenantes ayant participé au colloque puis les paradoxes de la transition à la vie adulte s'étaient engagées à faire un retour auprès des membres de leur équipe. Ça a commencé très petit et finalement, c'est devenu une journée complète de réflexion sur la thématique. Ils se sont beaucoup inspirés là, du colloque en tant que tel. Donc, le fait que l'événement avait lieu dans la communauté, bien, ils ont choisi eux aussi là, de tenir cet événement-là dans la communauté. Ils ont choisi de rassembler plusieurs acteurs autour d'une même table, incluant les jeunes, pour pouvoir aller chercher leur point de vue. Donc, c'était un peu ça l'idée. Le matin, il y avait une présentation des intervenantes sur ce qu'elles retenaient de leur participation au colloque et l'avant-midi se terminait sur des jeunes qui étaient interrogés sur les services qu'ils avaient reçus et un peu ce qu'ils retenaient de leur passage en centre jeunesse, mais aussi de leur transition à la vie adulte, ce qu'ils avaient trouvé le plus difficile. Puis en après-midi, il y avait des échanges entre les différents acteurs présents là, pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Les jeunes ont quand même pris la parole et étaient quand même assez appuyés dans leur position par rapport à l'idée on veut, nous, vivre une vie normale, on aimerait ça être un citoyen normal de la ville. Quand nos amis sortent après l'école, on aimerait ça pouvoir parfois les suivre et pas être étiquetés parce que nous, on doit retourner au centre d'accueil là, à la fin de notre journée d'école. Ils nous ont mentionné qu'ils ont besoin de vivre leur vie de jeunesse et que quand ils quittent les services, ils en ont un peu assez de ces services-là et ils souhaitent vivre leur vie, expérimenter par eux-mêmes ce que c'est. Ils comprennent bien que les intervenants ne veulent pas qu'ils vivent les mêmes erreurs qu'eux, mais à quelque part, ils disent ils apprécieraient avoir plus de liberté, entre guillemets. Donc, c'est ce qui ressort du côté des jeunes. Ça a amené les intervenants à réfléchir un peu à l'offre de service. Donc, est-ce qu'on répond vraiment aux besoins des jeunes dans notre offre de service ou on répond plutôt aux besoins de l'établissement? La question s'est posée. Les intervenants ont fait ressortir l'idée qui est essentielle de créer un pont avec les organismes de la communauté pour assurer un meilleur passage à l'autonomie. Ils ont parlé aussi de l'importance d'impliquer la famille au niveau des services à offrir à ces
jeunes-là une fois qu'ils quittent, même si les familles ne sont pas grandement impliquées. Leur apport, aussi petit soit-il, devient important dans un contexte où ces jeunes-là n'ont pas beaucoup de réseau autour d'eux. Il y a un intervenant qui mentionnait cette image, ça prend tout un village pour élever un enfant. Donc, avec ces jeunes qui transitent à l'âge adulte, ils ont transposé cette image-là pour dire il faut qu'on travaille ensemble pour reproduire ce village-là qui est plus accueillant pour ces jeunes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être encadrés dans leur passage à la vie adulte et soutenu. Donc, cette importance d'élargir ce village dans la ville en travaillant mieux en partenariat et en concertation. Ce que les acteurs ont retenu un peu de ça, c'est qu'ils souhaitent en avoir d'autres, des journées d'échange de ce type-là. Ils trouvent qu'ils apprennent les uns des autres dans les points de vue qu'ils partagent. L'importance d'impliquer les jeunes était vraiment quelque chose qui leur est apparu comme étant un incontournable quand on a des journées de réflexion comme celle-là sur la transition à la vie adulte. C'était presque un mini-colloque à l'échelle de leur communauté. Et donc, ça leur a vraiment permis de se ressourcer et d'identifier des moyens de passer à l'action pour avoir le sentiment d'avoir quand même une emprise sur cette problématique qui demeure quand même assez importante et pour laquelle on demeure préoccupé. Je m'appelle Pierre-Luc Hardy. J'ai travaillé sur le projet Mentorat pendant mon stage en psychoéducation. J'ai été le porteur, mais vraiment juste le porteur parce que ce fut vraiment un travail d'équipe. C'est un projet qui a débuté tranquillement pas vite, mais ce soir, c'est le lancement officiel. On espère que cette soirée-là soit un tremplin pour que ça devienne un projet de plus en plus gros. Un jeune à l'agenda, on trouvait que c'était une belle image parce que les membres du RIC, il y a quelques années, peut-être 2 ans, ont décidé de mettre des jeunes à leur agenda quand ils ont fondé le RIC. Ça a été la première chose qu'ils ont fait. Et ce soir, en étant ici, vous avez tous décidé de mettre un jeune à votre agenda ce soir, puis on vous remercie pour ça. Fait que merci beaucoup d'être ici. Le projet Mentorat, c'est de jumeler un jeune qui est sur le point de transiter vers la vie adulte ou qui est en plein passage vers la vie adulte avec un mentor. Un mentor, c'est qui ça, un mentor? C'est une personne qui est déjà passée par les services sociaux et qui aujourd'hui a une certaine stabilité dans sa vie pour pouvoir accompagner un jeune, pouvoir le soutenir, pouvoir répondre à des questions, lui servir de modèle. C'est sûr qu'on ne s'attend pas que le mentor remplace un intervenant. C'est pas ça, c'est vraiment pas ça l'objectif. C'est juste une personne supplémentaire pour augmenter le filet de sécurité, pour qu'il y ait de plus en plus de soutien pour nos jeunes pendant qu'ils font leur passage à la vie adulte. J'ai assez parlé, je laisserai justement la place à des mentors qui vont venir partager un peu pourquoi ils ont décidé de s'impliquer dans ce projet-là. Pourquoi je vais être mentor? En fait, c'est parce que j'aurais aimé avoir un mentor. Je considère qu'un jeune n'a pas besoin de frôler la mort pour apprendre la vie. Parce que si j'avais eu un mentor, ma vie aurait sûrement été plus facile et j'aurais eu quelqu'un de présent à mes remises de mention pour ma performance à l'école. J'aurais aimé que quelqu'un que j'estime me dise qu'il est fier de moi. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui connaît ma valeur puis me l'enseigne quand j'ai besoin d'être rassurée puis encouragée. Peut-être que si j'avais eu quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, j'aurais su plus tôt que cette année que je suis une personne aimable. On apprend aujourd'hui en psychologie du développement humain qu'un enfant qui a des parents absents n'est pas une peine perdue. Parce que le bon développement d'un enfant dépend d'une personne significative, une seule qui l'aime de façon inconditionnelle. C'est ça pour moi être mentor, être une personne significative qui donne une chance à son jeune de se faire une place dans la vie, qui va être fier et qui va en parler à ses enfants plus tard.
La première chose qui m'est venue à la tête, c'est être comme un grand frère. C'est toujours le fun d'avoir quelqu'un qui pense à toi puis que tu le sais qui est là, anytime, pour n'importe quelle situation, que ce soit pour dire « Hey, ça te tente-tu de jaser parce que j'ai le goût de jaser » ou ça file pas, OK, ben qu'est-ce qui va pas? C'est la raison pourquoi j'ai embarqué dans le projet, parce que ça me touchait à cœur, parce que je savais que j'allais peut-être pouvoir aider quelqu'un, on va dire j'espère pouvoir aider quelqu'un, sans nécessairement avoir de rien en retour, c'est juste l'être, ça finit là. Fait que merci. Pas facile, ma vie. Pas facile à entendre. Elle n'a pas été facile à vivre non plus. Dans le fond, pour moi, c'était de dire oui à un truc comme ça. C'était vraiment de pogner un step de plus. Puis de me dire, crime, t'as réussi à te rendre là, à être rendu peut-être au point de pouvoir aider quelqu'un d'autre qui, pour moi, était vraiment comme même impensable à pouvoir faire un jour, parce que j'ai été ici, là, même en dessous de ça, là. Puis je me suis fait dire à 17 ans, t'es inapte au travail à vie. Ben moi, j'aurais aimé ça avoir un mentor à ce moment-là. Fait que je veux être la petite tape dans le dos, que si jamais il arrive quelqu'un qui dit une affaire qui n'a pas de bon sens, ou qui arrive de quoi qui n'a pas de bon sens, ou que vous faites une affaire qui n'a pas de bon sens, ça peut arriver aussi. Ben tu sais, d'être là et de dire, c'est pas grave, continue, avance, regarde ce que je suis rendu, t'es capable d'être rendu là. Sky's the limit. La fois, quand je suis rentré au centre jeunesse, j'étais au gouvernail à 12 ans. J'ai été au gouvernail de 12 à 18. Durant tout ce temps-là, surtout à 17 ans, quand j'étais au foyer de groupe, puis que je savais qu'à 18 ans, ben c'était chaud bye. Il fallait que je m'en aille. Je pouvais pas rester dans ce petit nid douillet-là, comme je l'appelais. Ben, j'aurais aimé ça beaucoup, avoir quelqu'un derrière moi pour justement pouvoir m'aider à me motiver, à m'encourager surtout. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça devenir un mentor, puis en même temps, j'aimerais ça en avoir un. Ça résume un peu. Merci. Moi, j'ai embarqué tout de suite dans le projet parce que déjà en partant, je suis en amour avec le RIC. Là, pour et par les jeunes m'interpelle vraiment beaucoup parce que longtemps, j'ai crié haut et fort qu'il manquait un petit quelque chose dans l'intervention, puis je trouve que c'est le petit quelque chose qui manque. L'objectif pour moi, c'est vraiment juste de faire un partage de mes connaissances, collaborer avec le jeune, partager mes valeurs pour en apprendre d'autres, puis être là quand il y a besoin ou être là quand il n'y a pas besoin, puis juste, peu importe la situation, peu importe l'âge qu'on a, si je peux être une référence du moins positive, là, j'ai des forces et des faiblesses aussi, là, mais reste que je suis prête à partager mes expériences. Donc, j'embarque dans l'aventure et j'ai participé au conseil d'administration du RIC au tout début. Laurence, je t'ai vu partir. Tu ne fais qu'avancer. Je suis vraiment fière de toi. Puis c'est important de le souligner. Donc, bravo à ce que tu as donné aujourd'hui au RIC. Dans le fond, ce que j'aime de mon rôle, c'est que je peux vraiment être authentique, puis je peux être qui je suis, puis j'interviens selon ma personnalité. C'est ce que j'aime vraiment de mon rôle. Puis, dans le fond, j'avais une petite métaphore que j'avais qui me faisait penser au mentor, puis qui décrivait bien le rôle, justement, du mentor. Souvent, le guide, les gens nous l'offrent, mais on veut rien savoir de le regarder. J'ai fait des détours, j'ai reculé pas mal, me suis perdue. Puis, à un moment donné, ben, je me suis ouvert les yeux, puis j'ai décidé que j'allais prendre le guide qu'on m'avait offert, puis que j'avais toujours pas voulu regarder. Fait que je pense qu'un mentor, qu'est-ce que ça peut faire, justement, c'est que les mentors ont expérimenté pas mal de choses. Ils ont vécu des choses que les jeunes ont vécues ou n'ont pas encore vécues. Fait qu'ils ont l'expérience pour pouvoir les guider. On essaye d'avancer. Comme aujourd'hui, j'ai 20 ans puis je suis coordonnatrice. Puis c'est quand même quelque chose dont je suis fière. Aider les jeunes par rapport à leur transition à la vie adulte. C'est comme le moment officiel pour dire merci. Alors, je voudrais premièrement remercier Laurence, mais aussi tous les jeunes, tous les mentors. Belle fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été ici. Être mentor, pour moi, ça m'apporte vraiment une impression de réparation. J'ai l'impression de pouvoir répondre au sentiment d'injustice que j'ai reçu en aidant un autre jeune. Puis ça, il n'y a rien de mieux pour une réparation. Puis on veut aussi développer un guide de formation pour les mentors, parce que les mentors ne sont pas des intervenants, donc n'ont pas nécessairement la formation pour pouvoir répondre à tous les besoins des jeunes, puis c'est tout à fait normal.
En fait, qu'est-ce qu'on voudrait, là, c'est avoir un nombre suffisant de mentors pour que chaque jeune ait vraiment un mentor de jumelé à lui pour avoir quelqu'un à qui se confier si jamais il a besoin de se confier à quelqu'un d'autre qu'un intervenant. Je m'appelle Marie Guillem, je suis intervenante sociale au Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale et j'interviens sur un programme lié à l'autonomie sociale et personnelle des jeunes. La mission de base du Carrefour Jeunesse Emploi, c'est d'améliorer les conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans. Et pour répondre à ces missions, le Carrefour a développé plusieurs projets qui sont entre autres axés sur la persévérance scolaire, sur l'entrepreneuriat, sur l'insertion socio-professionnelle et sur les services d'aide à l'employabilité. Et depuis peu, depuis janvier 2016, le secrétariat à la jeunesse a demandé au Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale de développer un projet lié à la transition à la vie adulte des jeunes de 18 à 29 ans. Et ce projet, le Carrefour l'a appelé PARA, ce qui signifie projet d'autonomie et de remise en action. L'idée, c'est vraiment que l'intervenant qui connaît les ressources qui pourraient aider le jeune l'amène peut-être même physiquement vers ces ressources et de cette manière-là développe son réseau social et son réseau de soutien. Depuis quelques mois, depuis 3-4 mois, on a commencé à accompagner là actuellement 4 jeunes sur des projets individualisés liés au développement de leur autonomie. Ça veut dire concrètement qu'au départ d'un accompagnement, on va rencontrer un jeune très régulièrement, 1 fois par semaine, ou voire 2 fois par semaine. On peut aussi lui proposer des ateliers de groupe. On peut aussi l'accompagner vers des ressources qui vont être nécessaires pour lui, vers des organismes. Et puis, progressivement, si sa situation s'améliore, on va se rencontrer de moins en moins souvent. Peut-être s'appeler de temps en temps. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, j'ai pas besoin de suivi. Puis petit à petit, avec le lien de confiance, à force de se rencontrer régulièrement, ils arrivent à se dévoiler progressivement, à dire un peu plus, bah oui, j'ai des difficultés à ce niveau-là, mais aussi à ce niveau-là. Puis ça, tu sais, il m'est arrivé ça dans ma vie et je me traîne ça comme un boulet derrière moi depuis longtemps. Et partir de ce point-là pour les aider à recommencer à penser à l'avenir, parce que souvent l'avenir, c'est quelque chose qui fait très peur, surtout quand on a perdu nos repères. Donc recommencer à penser à l'avenir et se faire à nouveau confiance pour créer des projets, tout doucement, progressivement. Le changement, ça fait peur aussi. Et pour certains, on voit bien que garder contact, à certains moments, ça devient compliqué. Et puis, finalement, le lien se refait alors, par un outil que moi, je trouve, que j'ai découvert dans cette intervention-là, mais que je trouve précieux, c'est le cellulaire. C'est très, oui, les jeunes, en fait, ça va être difficile pour eux, par exemple, s'ils ne viennent pas à un rendez-vous, de nous appeler, de nous laisser un message sur la boîte vocale. C'est une démarche qui est beaucoup plus compliquée que d'envoyer un simple texto pour dire « Désolé, je ne pourrai pas venir à ton rendez-vous » ou « Excuse-moi, je ne suis pas venue, est-ce qu'on peut fixer un autre rendez-vous ?» Le cellulaire et Internet, Facebook, ça peut être un moyen de rentrer en contact avec eux. Ceux qui sont vraiment le plus éloignés et qui restent peut-être isolés chez eux, qui ne sortent plus, qui ne connaissent pas aussi forcément, pour qui c'est des premiers accompagnements. Il y a un jeune que j'accompagne actuellement qui n'a jamais eu aucun intervenant, aucun accompagnement social dans sa vie. Tous les jeunes ne sont pas égaux, n'ont pas tous les mêmes bagages, ils n'ont pas eu la possibilité de développer les mêmes forces pour arriver à dépasser ces problèmes de la vie adulte. Ce que je trouve précieux ici au Québec, c'est que j'ai l'impression que c'est une problématique de société qui a vraiment été repérée. Et les services qui sont proposés, j'ai l'impression, sont vraiment adaptés aux besoins. En fait, la démarche, ça fait
presque 6 mois, en fait, que je l'ai commencé. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à sortir de chez moi, en fait, à aller chercher de l'aide pour mon emploi et à pouvoir reprendre confiance en moi pour justement continuer mon emploi aussi, pas seulement le trouver, mais aussi le maintenir et me sentir bien là-dedans. Ça aide beaucoup. On me l'a proposé, j'ai fini par accepter, puis ça m'a commencé à me faire sortir de chez moi aussi. J'ai commencé à voir Marie, on a trouvé un plan, puis il y a eu des étapes, ça a avancé. Puis, ouais. J'ai commencé une formation en sécurité que j'ai fini, puis j'ai trouvé une job en sécurité. C'est eux-mêmes qui ont les clés à chaque fois des projets qu'ils ont envie de faire. Ils savent déjà ce qu'ils ont envie de faire, mais parfois la question c'est de s'autoriser. Puis je crois que c'était ça le défi d'abord, qu'ils prennent un petit peu confiance en eux, puis qu'ils se mettent en action. Quand on commence à se mettre en action, on a fait la chose la plus difficile. On a entrepris le premier pas le plus difficile, je crois. C'est vraiment de se ramasser notre confiance en soi, puis c'est de se mettre... d'aller dehors puis de s'exposer un peu à tout le monde. C'est ça qui est le plus difficile, personnellement. Trop de jeunes qui savent pas jusqu'où ils peuvent aller, puis c'est important qu'ils sachent jusqu'où ils peuvent aller. C'est ça l'idée. Il faut avoir l'esprit. Il faut s'y mettre aussi, il faut avoir la motivation, puis il faut trouver ça là. Ça aide beaucoup. Mais c'est aussi une grande partie soi-même. Moi, je m'appelle Eddie Larouche. Que pour débuter, j'inviterai M. Serge Côté, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation, à venir s'adresser à nous. Ce soir, c'est un rêve qui se réalise. On a un beau projet. Nous, chez nous, à la Fondation, on est super fiers d'être associés au CPSQ et à la cause. Puis c'est un beau projet. Puis je remercie toute l'équipe d'avoir réalisé ce travail-là. Puis bravo aux jeunes qui se sont impliqués. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Bonne soirée à tous. Merci encore. Maintenant, j'inviterai Mme Linda Paris, directrice du Centre de prévention du suicide de Québec, à venir s'adresser à vous. Merci à tous d'être là. Les jeunes qu'on rencontrait nous disaient « Hey, minute, moi, je ne veux pas qu'on me regarde pour ma différence. Je veux qu'on me regarde pour qui je suis, mais en acceptant, en reconnaissant que je peux être différent. » Ce qu'on a voulu, c'est avoir un espace pour parler de la différence, saluer la différence. Ce qu'on a voulu, c'est s'adresser à des jeunes qui sont ou qui se sentent différents. Ce qu'on a voulu, c'est s'adresser à des intervenants de tous les milieux qui peuvent côtoyer des jeunes, mais des proches aussi de jeunes, pour qu'ils puissent davantage se sentir outillés, sensibilisés à la différence. Et on a voulu aussi s'adresser aux intimidateurs, aux personnes qui vont commettre des gestes intimidants envers la différence. Il y a beaucoup de personnes au Centre de prévention du suicide qui se sont impliquées, énormément de jeunes. Je vous reconnais dans votre générosité, dans tout ce que vous êtes, et l'ensemble des intervenants qui ont contribué également. Je vais laisser la parole à la responsable du projet, qui a été porteur, bâton de pèlerin, je dirais. On dit souvent qu'il faut tirer, mais c'est l'inverse. Elle nous a tiré tout le temps dans ce projet-là. Maxime Beauregard a fait aussi partie du projet. Il y a un paquet d'autres intervenants, mais les porteurs ont été vraiment Michel, Maxime et Annie. Alors, sans plus tarder, moi, je laisse la parole à la responsable du projet, Mme Annie Vaillancourt, ma collaboratrice. Je vais commencer par une citation d'une jeune. Pour un oral de classe, j'ai parlé de ma famille. Mes parents sont venus ici à cause du génocide et j'ai appris ce que c'était aux gens de ma classe, pour qu'ils en sachent un peu plus sur mon pays, sur mes origines. J'aurais jamais fait ça quand j'étais petite. Je détestais être noire. Les enfants ne voulaient pas jouer avec moi juste parce que j'étais noire. Mais aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté. Ce témoignage est celui d'une jeune participante à nos capsules vidéo.
qui illustre bien ce que peuvent vivre les jeunes qui se sentent ou s'affirment différents et ce qu'ils peuvent être amenés à faire. Tous les jeunes que nous avons rencontrés en focus group et ceux qui se retrouvent dans nos capsules vidéo ont vécu des situations difficiles sur le plan émotif en raison de leurs différences. La honte est une émotion qui ressort beaucoup dans la littérature lorsqu'il est question de discrimination, de stigmatisation et d'intimidation. Et ce qui ressort surtout à travers les propos des jeunes et des intervenants des milieux jeunesse de la région, c'est que pour se sentir bien avec ce que nous sommes en tant qu'êtres humains à part entière, il est extrêmement important d'apprendre à être fiers de ce que nous sommes. Merci à tous les jeunes qui ont participé au focus group et à ces capsules vidéo. Je tiens également à remercier Michel Doré et Linda Poirier, directrice du Centre de prévention du suicide de Québec, de m'avoir offert cette belle opportunité. Je suis très fière du résultat. C'est grâce à vous tous et toutes qui êtes présents ici ce soir. Bon visionnement. Bonne soirée. Être différent, ça mène souvent à être rejeté, voire intimidé. Il y a souvent dans la société l'importance de se conformer à un moule. Et à mon avis, ça, c'est dérangeant. Quand tu vois quelqu'un physiquement, tu peux voir sa différence, mais il y en a, c'est comme une tolérance. J'aurais pas pu deviner ta différence, mais t'en as une quand même. J'étais comme semi au courant que c'était de l'intimidation. J'ai été suspendue de l'école pendant une journée. Sinon, ça aurait pu aller jusqu'à l'expulsion de l'école. Ça a été vraiment difficile de regagner la confiance des autres. Les conséquences que ça peut avoir sur nous, c'est on peut avoir un casier judiciaire, des démêlés avec la justice. C'est pas une expérience à vivre. C'est quelque chose qui va pas t'aider pour ton cheminement personnel. Le jeune qui va affirmer, qui va sortir du cadre, je trouve que c'est un geste courageux. La différence, c'est comme le pétillant dans l'orangeade. Invité Maître Daniel Têtu, qui est administrateur du conseil d'administration du Centre de prévention du suicide de Québec. Écoutez, je suis très fier d'être membre du conseil d'administration du Centre ce soir. Les acteurs des différentes vignettes ont parlé beaucoup de leurs différences, mais moi, j'ai surtout noté le point commun. Je parlerai d'intelligence, et ils sont intelligents et touchants. Alors, ils s'adresse à notre tête, à notre intelligence, et il touche notre cœur. Ça a été mon sentiment au visionnement. Moi, c'était la première fois que je visionnais ces vignettes-là, et j'avoue que je suis très touché. La jeunesse est au cœur de nos préoccupations, et il est certain que nous ne pourrions pas accomplir la mission de la corporation, du centre, sans la collaboration de tous les partenaires, que ce soit les intervenants, les professionnels, les jeunes qui ont participé à ce magnifique travail. Je tiens, la corporation tient à les remercier infiniment. Gentil. Merci encore et bonne soirée. Merci beaucoup. Je vais inviter une dernière personne à prendre la parole, en fait, une reprise de parole. Madame Linda Poirier va venir dire quelques mots, en fait, pour vous parler de l'avenir des vignettes. Merci au maître de cérémonie, M. Larouche, que j'apprécie énormément. Je revois et je revois et je revois et je suis encore touchée. Je rejoins les propos de Maître Têtu. Je veux dire, ça touche la tête, ça touche le cœur. Merci beaucoup à tout le monde, encore une fois. Je ne reprendrai pas tous les remerciements, mais votre générosité est grandement appréciée. Et comme Maître Têtu le disait, notre mission, c'est la prévention du suicide, mais c'est aussi d'agir en amont. C'est-à-dire avant que les problèmes ne se produisent. De là, l'importance de diffuser le plus possible ce que vous avez vu ce soir. Partagez ça dans vos réseaux, partagez ça auprès de vos amis, vos familles, dans vos milieux de travail. Les dépliants, vous en avez, diffusez-les, partagez-les. Ils sont aussi sur notre site Internet au Centre de prévention du suicide, de même que les affiches.
Les capsules, bien, sont sur YouTube, comme je le mentionnais. On diffuse et on diffuse et on diffuse encore. Encore une fois, merci à tout le monde. jeunes qui transitent à l'âge adulte, à tous les jours, on doit s'en préoccuper. À tous les jours, quelqu'un doit avoir ces jeunes-là à son agenda. Alors, comment on réalise ça? On réalise ça en sensibilisant les gens de la population à la réalité de ces jeunes-là. Et on essaie de les inscrire, de les intégrer pour qu'ils deviennent des citoyens participants de notre communauté. Tu sais, maintenant, je m'implique partout. Je veux rentrer dans le CA du squat. Je m'implique dans le service Baby Boom de la Maison Dauphine, qui est aussi avec le RAIC. Ce que j'aurais aimé avoir avant que toutes ces affaires-là arrivent et que je me ramasse au centre, ça aurait été d'avoir un mentor. Quelqu'un qui t'accompagne dans la vie, puis qui lui sait, qui sait qu'il a passé par là, puis que lui veut te prévenir. Je veux crier, j'ai le droit, justement vider le cœur, je fais plus mes choix de choix, j'ai mal au temps, j'ai peur, j'ai besoin de liberté, je veux pouvoir s'ouvrir, j'ai besoin d'avancer sans peur, constamment suivre. Je veux crier, j'ai le droit, justement vider le cœur, je fais plus mes choix de choix, j'ai mal au temps, j'ai peur, j'ai besoin de liberté, je veux pouvoir s'ouvrir, j'ai besoin d'avancer. Merci. La préoccupation qu'on a, c'est quand un jeune franchit les portes du Carrefour, c'est de décider de se mettre en action. Et à partir de ce moment-là, c'est important d'être là avec lui, d'y ouvrir plein de portes. Des soutiens qui s'adaptent à leur réalité, à leurs besoins. Merci France. Bonjour tout le monde. Donc, oui, je suis organisatrice communautaire pour le RAIC. C'est un regroupement de 36 organismes en région de Québec qui vient en aide à des personnes en situation d'itinérance ou à risque sur 36 ans. Merci à tous. On a ramassé 40 branches pour vos jeunes. Merci. Essentiellement, la programmation d'activités vise à tisser ce qu'on appelle un filet de sécurité entre les différents acteurs qui s'intéressent à la question des jeunes qui transitent à l'âge adulte.
L'idée de la programmation était de créer du dynamisme au niveau de la capitale nationale. Notre objectif était d'avoir une vingtaine d'activités en 2016 et on constate, là, à la lumière des activités qui ont eu lieu tout au long de l'année 2016, qu'il y a vraiment un intérêt marqué là, dans la communauté pour travailler ensemble conjointement à mieux desservir cette clientèle de jeunes qui transitent à la vie adulte.